Jérémy Ferrari, la dernière représentation de votre spectacle Anesthésie Générale est prévue le 10 mars prochain à l'Accor Arena. Alors c'est complet depuis un moment, mais cette ultime date sera diffusée en direct dans les cinémas de France. Alors comme c'est pas banal, racontez-nous un petit peu d'où est venue l'idée de diffuser votre spectacle au cinéma. Alors pour une fois, c'est pas moi, c'est pas mon idée, c'est Pathé qui est venu nous voir. Alors évidemment, c'est pas diffusé que dans les cinémas Pathé, mais c'est Pathé vraiment qui était à l'initiative du projet. En fait, ils sont venus nous voir, ils nous ont fait cette proposition, ils nous ont dit voilà, on peut diffuser l'une des deux dernières, parce qu'il y en a deux à Bercy. On peut diffuser cette dernière dans peut-être 150, 200, 250, 300 salles en fonction de comment ça réagit sur le réseau des cinémas. Alors au début, moi j'étais un peu réticent parce que je me suis dit oui, mais on a déjà fait plus de 300 000 spectateurs en salle, donc c'est quand même vraiment beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des gens qui vont avoir envie de venir? Et puis c'est vrai que comme tout était complet sur cette dernière session de tournée très très rapidement, on s'est dit il y a peut-être encore des gens qui vont avoir envie de venir. Et puis on est très agréablement surpris parce que là on est déjà à plus de 50 000 tickets vendus pour la dernière séance, donc c'est incroyable. Et puis après j'ai voulu aller voir un petit peu ce que ça donnait aussi en cinéma, donc on est allé voir un peu en salle et tout, et en fait c'est incroyable parce que si vous voulez, un cinéma c'est très ressemblant à une salle de spectacle. D'ailleurs il y a beaucoup de cinémas qui font aussi salle de spectacle, c'est-à-dire que vous êtes finalement assis au milieu de 200, 300, 400, 500, 600 personnes, vous avez un immense écran devant vous, vous êtes un peu en contrebas comme dans une salle de spectacle et vous voyez les images en direct. Donc je me suis dit en fait c'est super parce que les fans qui peuvent pas venir à l'Accor Arena à Bercy pourront voir quand même cette dernière, ceux qui sont vraiment très accros, qui ont vu tous mes spectacles, etc. C'est super pour eux. Ceux qui m'ont loupé pendant la tournée peuvent venir voir le spectacle en direct, donc c'est quand même autre chose que de le voir à la télévision. Et en même temps, j'ai pensé aussi aux ceux qui avaient moins de moyens. Je me suis dit mais finalement une place de spectacle, même si je fais tout pour que ce soit le moins cher possible, ça reste 40, 45, 50, 55 euros, tout le monde peut pas les mettre. Et là les places sont à 20 euros. Donc je me suis dit les gens vont pouvoir quand même voir le spectacle en direct pour beaucoup moins cher que ce qu'ils devraient payer en salle. Donc je trouvais qu'il y avait finalement que des avantages à faire ça. Et puis c'est un spectacle particulier, c'est Bercy, donc il va y avoir des surprises et tout. Donc je trouvais que c'était le bon moment pour le faire. Je le ferai pas à chaque spectacle, mais je trouvais que pour celui-ci c'était super. Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous avant de monter sur scène? Est-ce qu'il y aura plus de pression? Est-ce que d'ailleurs vous le prenez plus comme un challenge ou est-ce que c'est une pression supplémentaire? C'est un peu tout en même temps. Disons que oui, effectivement. Alors, il faut essayer de se dire que c'est une date comme une autre, parce que déjà Bercy, c'est un peu stressant. Mais là, en plus, Bercy en direct devant 50 000, 60 ou 70 000 personnes en plus dans leur salle de cinéma. Bon, c'est évidemment une pression supplémentaire. Mais il faut pas se le dire. Là, je parle de moi en tant qu'humoriste. Il faut pas que je me dise ça avant de monter sur scène. Il faut que j'y aille en me disant c'est génial, je vais aller sur scène et je vais m'éclater comme devant n'importe quelle autre salle. Après, c'est aussi le challenge de la tournée. Quand on fait des très très grandes tournées, en plus moi j'aime bien continuer à jouer dans des salles petites parfois. Donc là, sur l'année dernière, je suis passé d'une salle de 7500 personnes à une salle de 450. Donc si je fais des différences, ça veut dire que j'en vois moins pour la 450 et ça c'est pas possible. Donc de manière générale, il faut toujours se dire chaque date est importante et il faut tout donner sur chaque date. C'est vraiment ça qu'il faut se dire en y allant. Il faut offrir le meilleur des spectacles. Après, est-ce que ça va changer? Forcément, quand on rentre sur scène et qu'on sait qu'il y a ça derrière, c'est incroyable. Mais il faut essayer de pas se le dire parce qu'il faut rester concentré et il faut surtout s'amuser et offrir le meilleur show possible. Est-ce que vous avez retravaillé certaines parties du spectacle ou est-ce que vous l'avez spécifiquement adapté de manière, par exemple, à inclure d'une manière ou d'une autre les spectateurs des cinémas pour cette date particulièrement ? Oui et non, disons que les gens ils viennent voir un spectacle et donc il y a aussi les gens qui sont dans la salle à Bercy, donc c'est compliqué. Vous pouvez pas faire un spectacle uniquement pour les gens qui sont au cinéma, en sachant qu'il y a aussi des gens qui sont devant vous physiquement. Mais oui, il y aura forcément des clins d'œil. Mais en réalité, ça change pas. Si vous voulez, les gens ils viennent voir vraiment un spectacle en condition spectacle, donc il faut rester aussi le plus possible fidèle à ce que les gens viennent voir. Les gens ils vont vraiment être en condition spectacle et puis je peux pas interagir avec eux, c'est-à-dire que je peux leur balancer des vannes, je peux leur dire des trucs, mais ils pourront pas me répondre. Donc il faut, je pense, surtout se concentrer pour faire le meilleur show possible. Vous savez, l'interprétation d'un show, ça joue quand même énormément. Alors là, c'est un show que j'ai joué 200 fois, donc normalement, même si je suis entre guillemets dans un mauvais jour, normalement, il y a toujours le minimum qui est assuré. Mais il faut surtout que les gens sentent que je m'amuse. L'avantage que vont avoir les gens dans le cinéma, c'est qu'ils vont voir des choses que un spectateur en salle ne peut pas voir. Parce que là, ils vont avoir... Parce qu'en plus, on en profite aussi pour capter le programme qui sera diffusé ensuite à la télévision. Donc, ils vont avoir le droit à une réalisation en direct. Ce qui fait qu'ils vont avoir des gros plans, des plans larges. Ils vont avoir un truc incroyable, eux. Donc,
qui vont avoir des gros plans sur des expressions que absolument aucun spectateur en salle pourra voir, par exemple. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi rester focus et rester bien concentré sur le fait de surtout bien interpréter son spectacle. C'est surtout ça qu'il faut penser. Il faut se dire, ok, il y a 10 000 personnes devant moi, mais il y a aussi des gros plans sur moi pour 50, 60 ou 70 000 personnes. Donc c'est là-dessus qu'il faut rester concentré. Il faut pas être feignant sur ses expressions, sur ses regards. On peut se dire ça, parfois dans les très grandes salles, on se dit, de toute façon, ils voient pas exactement mon regard, alors que là, ils le verront. Il va falloir plus peut-être travailler les détails. Il faut rester concentré. En réalité, quand vous êtes vraiment habité par ce que vous êtes en train de faire, vous n'avez pas besoin de vous dire, je dois faire attention à mon regard, je dois plus appuyer cette expression. Logiquement, si vous êtes vraiment à 100% connecté au moment, vous le faites naturellement. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. La difficulté sur ce type de représentation, c'est d'oublier qu'on est à Bercy, c'est d'oublier qu'on est devant 50, 60 000 personnes en direct. Il faut se dire, je dois jouer le meilleur spectacle possible. Et je dois rester connecté aux gens et à la salle. Je dois ressentir la salle. Je dois, vous savez, un humoriste, le rire, c'est son tempo. Donc, sur des très grandes salles comme ça, il faut être extrêmement concentré. Parce que c'est des gros volumes de rire et qu'il faut arriver à se connecter à la salle pour offrir un spectacle parfait. Pour que le spectacle soit parfait, il faut que le rythme soit parfait. Et quand on en est à 200 représentations, on n'est plus en train de se remettre en question sur la qualité du show ou sur l'efficacité des vannes. On est sur son interprétation et qu'est-ce qu'on va arriver à donner ce jour-là. Et donc, il faut que cette pression soit grisante et pas tétanisante. L'important, c'est vraiment ça, c'est de rester très concentré. Pour un spectacle aussi exceptionnel, on peut donc s'attendre à des surprises. Vous l'avez un petit peu évoqué, on peut en savoir un petit peu plus? Non, non, sinon c'est plus des surprises. Là, pour le coup, je ne dirai rien du tout. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura des choses aussi en salle que forcément les spectateurs de cinéma ne verront peut-être pas, même si on essaye de voir si c'est possible, mais parce qu'il y aura un petit truc dans la salle pendant que les gens s'installent. Donc ça, je sais pas si on arrivera à le diffuser dans les cinémas parce qu'il devrait y avoir une séance avant. Donc il y aura de toute façon des surprises déjà dans la salle avant que le show démarre. Il y aura un petit truc qui sera diffusé, ça que les cinémas auront une petite surprise juste avant que le spectacle ne démarre. Et puis après, il y aura une ou deux autres surprises dans le spectacle. Mais après, comme mon spectacle aussi, si vous voulez, fait 3 heures, et j'ai pas le loisir de mes collègues de pouvoir tout d'un coup inviter quelqu'un qui vient faire un sketch avec moi pendant 15 minutes, quoi. Trop long. Il faut rester focus aussi sur le spectacle, mais on a prévu quelque chose d'assez grandiose pour cette année. Je pense que les gens seront très contents. Bon, j'ai tenté, mais c'est bien, vous répondez, vous donnez des petites infos quand même, c'est cool. Alors en plus, ce spectacle, vous abordez le thème de la santé, du système santé des Français. Il est particulier pour vous, il faut le dire, il est assez personnel. Disons que c'est un spectacle, comme je fais toujours, c'est un spectacle à thème, où j'ai essayé d'être très large dans ce que je traite sur scène. Après, oui, alors effectivement, il se trouve que pendant Vente de pièces à Beyrouth, mon précédent spectacle, j'ai fait une tentative de suicide, je me retrouve en hôpital psychiatrique, en cure de désintoxication, et donc on évoque tout un tas de troubles psychiatriques que je savais exister, mais sur lesquels j'avais pas mis de diagnostic ni de mots. Et de là, je commence vraiment à m'en sortir. Ça fait 7 ans maintenant que j'ai pas touché à l'alcool, que ça va beaucoup, beaucoup mieux. Donc, quand j'ai écrit Vente de pièces à Beyrouth, j'ai hésité entre la santé et la géopolitique. Si j'avais écrit anesthésie générale à la place de Vente de pièces à Beyrouth, j'aurais certainement pas évoqué mes problèmes personnels parce que j'étais encore dedans. Mais il se trouve que quand j'ai commencé à écrire anesthésie générale et à traiter le sujet de la santé, je me suis dit c'est impossible de ne pas évoquer ce qui m'est arrivé. C'est pas possible. Parce que déjà, ça me permettait de traiter de la psychiatrie et de l'addiction, qui sont quand même des sujets extrêmement importants dans notre société concernant la santé. Ça me permettait d'avoir un témoignage qui était fiable à 100% puisque c'était le mien. Et puis je savais aussi que ça allait aider plein de gens parce que moi je m'en suis sorti essentiellement avec la parole, avec les mots, en évoquant, en partageant, en assumant, en dialoguant. Donc je savais que ça allait aider plein de gens. Après, j'ai hésité parce que je me suis dit, je veux pas que les gens pensent que je fais ça pour faire un coup de pub, etc. Puis après, je me suis dit, mais c'est absurde en fait, parce que c'est mon 3e spectacle, j'ai jamais parlé de moi. J'ai pas eu besoin de parler de moi avant pour avoir du monde dans mes salles. Donc les gens vont pas se dire ça si c'est fait avec sincérité. Et donc effectivement, j'évoque aussi mes troubles et ce par quoi je suis passé. Alors de manière toujours très drôle et très provocante, comme j'ai l'habitude de faire, même s'il y a un peu plus peut-être d'émotion dans ce spectacle que dans les précédents, forcément. Parce qu'il y a aussi des moments où je m'octroie le droit de ne plus rire pendant 2-3 minutes. Mais c'est aussi parler de la sécurité sociale, expliquer pourquoi ce système est à l'abandon, leur sortir des infos inédites, comme je fais toujours. Puis après, ça peut aller sur des sujets plus légers comme l'homéopathie. Enfin, moi, je trouvais en tout cas au départ que c'était un sujet léger. Après, vu la réaction des gens, a priori, c'est pas forcément un sujet léger pour plein de gens, mais pour moi, ça me semblait être un sujet léger. Mais évidemment, ce spectacle, il est particulier pour moi, parce que quand on va le terminer,
en l'occurrence le 10 mars, il y a tout un tas de trucs qui partent avec ce spectacle. Puis il y a le Covid aussi qui part avec ce spectacle, parce que ce show, il a quand même failli mourir avant d'exister, quoi. Puisque on a démarré la tournée, moi j'avais vendu 130 ou 140 000 billets d'avance, on a fait 30 dates et ça s'est arrêté. Et après on a dû décaler toutes les dates pendant 2 ans. 95% des gens qui étaient dans ma situation ont vu leur public demander remboursement des tickets. Et quand les théâtres ont réouvert, ils n'ont pas pu retourner en tournée, parce que vous pouvez pas retourner en tournée si vos salles sont vides. Donc ils ont mis des spectacles entiers à la poubelle. Il y a eu énormément d'artistes qui ont dû mettre des shows complets à la poubelle. Un show, préparation, des fois c'est 2 ans, 3 ans. Donc vous mettez 3 ans à la poubelle et 2 ans puisque vous êtes en plus arrêté 2 ans de travailler. Donc c'est 5 ans de votre vie qui sont effacés de l'ardoise. Donc c'est très dur. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que les gens sont restés. Donc j'ai pas perdu de tickets, j'ai même continué d'en vendre en plein Covid. Donc ça n'a aucun sens. Et du coup, on a pu redémarrer la tournée et faire la plus grosse tournée pour l'instant que j'ai connue dans ma vie. Donc évidemment, le 10 mars, quand je vais dire le dernier mot de ce spectacle, il y a beaucoup de choses qui partent avec. Il y a aussi évidemment la partie plus intime que j'évoque, parce que quand j'ai écrit ce spectacle, moi ça faisait 1 an et demi que j'étais sorti cure de désintoxication. C'est très frais encore. Donc je voyais pas encore forcément les choses pareilles, j'étais plus fragile, etc. Maintenant ça fait 7 ans, vous voyez, c'est autre chose. J'ai eu le temps de traverser plein d'épreuves et de voir que j'étais solide face à l'addiction. Donc c'est beaucoup de choses qui vont partir avec ce spectacle si particulier. Beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, et puis après des souvenirs incroyables. Une tournée, on a fait encore plus de monde que Vendre pièces à verrou. Je pensais pas que c'était possible. C'est beaucoup d'émotions qui vont certainement apparaître le 10 mars, c'est sûr. En tout cas, quand je vais arriver sur les dernières secondes et je vais me dire putain, c'est fini avec tout ce qu'on a traversé avec ce spectacle, c'est fou quoi. Et puis bon, c'est quand même un spectacle où tous les soirs je raconte mes troubles et tout. Donc le fait aussi de tourner cette page, c'est un peu comme si j'étais vraiment guéri quoi. Il y a un truc un peu comme ça dans ma tête aussi. Justement, vous mettez en avant alors le système de santé qui est parfois défaillant. Souvent défaillant. Est-ce que vous espérez que d'avoir parlé de santé mentale aussi devant le public, est-ce que vous espérez que d'en avoir parlé, ça peut changer des choses, ça provoque des choses auprès du public? Ça, je l'espère pas. Ça, je le constate tous les jours. Je pensais pas à ce point d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu que mon spectacle, il y a aussi toutes mes interviews. Donc j'ai tellement parlé de ça pendant 3 ans que je pense que vraiment, c'est des dizaines de milliers de messages que j'ai reçus de gens qui m'ont dit je suis allé voir un psy, merci, je vais mieux. Encore ce matin, j'ai reçu un message, encore ce matin sur Instagram de quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai arrêté de boire grâce à vous, blablabla. Donc c'est pas grâce à moi en l'occurrence, c'est grâce à lui, mais en tout cas, j'ai été le déclencheur. Donc ça, je sais, ça, j'en suis absolument convaincu. Je suis absolument convaincu qu'il y a énormément de gens qui ont trouvé la force de parler à leurs proches, qui ont trouvé la force d'assumer qui ils étaient, d'aller voir des psychiatres, des psychanalystes, des thérapeutes, d'arrêter de boire ou d'arrêter la coke ou d'arrêter l'héroïne, je sais pas. Ça, j'en suis absolument convaincu parce que des témoignages, j'en ai, je vous dis, des dizaines par jour. Ça vous conforte dans l'idée qu'il fallait traiter ces sujets finalement? Évidemment. Et puis on voit bien que la parole se libère quand même. Donc je suis content d'avoir participé à l'amorçage de ce truc. Je trouve que c'est super que maintenant des gens, il y a plein d'artistes maintenant qui évoquent leurs troubles, etc., etc. Et c'est formidable. On a un peu à boire et à manger dedans du coup, mais bon, c'est pas grave. Je préfère avoir un peu à boire et à manger et être plus qu'un silence qui est délétère pour tout le monde. Je trouve ça formidable que les gens s'expriment comme ça. Après, est-ce que ça fera bouger quelque chose sur le système de santé en lui-même au niveau des gouvernements? Je pense pas. Mais en tout cas, je fais partie de la petite résistance. C'est déjà bien. Je pense pas parce que tout simplement, ils n'ont pas bougé après avoir traversé la pire crise sanitaire qu'on ait connue depuis extrêmement longtemps. Après avoir vu des soignants qui faisaient des grèves de la faim, après avoir vu des gens mourir sur le trottoir, ils n'ont toujours rien fait et ils continuent même de fermer et d'appauvrir le système de santé français. Donc, je pense que c'est un plan et c'est ce que je disais déjà avant le Covid. Je pense qu'ils ont un plan très clair, c'est d'abandonner au maximum les services publics pour se désengager un peu comme aux États-Unis. Je suis absolument convaincu de ça. Et donc, je pense pas que mon spectacle changera leur politique. Mais en tout cas, encore une fois, déjà faire un peu de résistance, c'est déjà bien. Et puis, si j'ai aidé en tout cas des gens, moi, sur leur parcours personnel psychique, c'est déjà super. Ce spectacle, il dure 3 heures. 3 heures de spectacle, mais quel rythme! Comment on fait pour garder l'attention du public, mais aussi pour rester concentré soi-même? Déjà, 3 heures, c'est exceptionnel. C'est parce qu'il y a eu le Covid. J'avais écrit un spectacle sur la santé avant le Covid. Ensuite, on traverse 2 ans de Covid. Donc, je suis bien obligé, si vous voulez, de rajouter du texte pour évoquer le Covid. Et moi, je suis extrêmement minutieux sur mes textes. Donc, j'étais convaincu que le fait d'avoir ajouté du texte, ça allait forcément déséquilibrer certaines parties du spectacle. Parce que moi, je fais partie de ces gens qui pensent que vous changez la 2e minute, ça peut impacter la 59e. Parce que tout ça, c'est une question de tempo et de rythme. Donc, je suis obsédé par le rythme et le tempo et la mélodie d'un spectacle, etc. Donc, si vous voulez, j'étais convaincu que ça allait désordonner le spectacle et que j'allais le jouer 2-3 fois comme ça et que j'allais vite voir les parties qui marchaient moins. Donc, je me suis dit, ok, on y va comme ça. Sauf que ce que j'avais pas anticipé, c'est que le Covid m'avait apporté des nouvelles parties, mais avait surtout renforcé
renforcer les anciennes. Parce que tout ce que je disais avant le Covid, où j'expliquais que le système de santé, c'était nanana, quand on a vécu 2 ans de confinement, ça a résonné encore plus. Ce qui fait que tout à coup, on a eu toutes les nouvelles parties qui marchaient évidemment extrêmement bien parce qu'on en sortait, et toutes les anciennes parties qui se sont retrouvées portées par ce qu'on venait de vivre. Donc tout à coup, tout marchait en fait. Et du coup, j'en ai testé une comme ça, 2 comme ça, 3 comme ça, 4 comme ça. On a commencé à parler avec mes équipes. Vous savez, moi j'ai les mêmes équipes depuis 15 ans, donc ils s'en foutent. Ils ont aucun problème à me dire ce soir t'as pas été bon, ça n'était pas drôle, ce sketch est pas bien. Enfin, ils s'en fichent quoi. Et là, on était tout le temps en disant mais vous sentez un creux dans le spectacle? Bah non. Puis donc, comme moi, je fais toujours des dédicaces après les spectacles, je demandais sincèrement aux gens, est-ce qu'il y a des moments, c'était pas trop long, est-ce qu'il y a des moments où vous êtes un peu plus ennuyé? Donc j'ai posé cette question des centaines de fois, et à chaque fois, j'avais juste, ah non, c'est incroyable, c'est génial, c'est super, c'est magnifique. Les gens avaient plutôt l'impression d'en avoir pour leur argent. En réalité, c'est ça qui se disait. Les gens ils disaient, bah non, nous c'est super, on a 3 heures de spectacle. Donc voilà. Après, il y a comment on écrit un spectacle comme ça. Évidemment, pour ceux qui connaissent pas mon travail, il faut pas imaginer un spectacle de stand-up pendant 3 heures. C'est pas du tout ça qui se passe sur scène. Si je faisais ça, même moi, je m'ennuierais au bout d'1h15. Je veux dire. Donc le spectacle, il est vraiment écrit comme ça. Mais de la même manière que vous écrivez un film. Quand vous savez que votre film va durer 3 heures, vous l'écrivez pas de la même manière que quand vous savez qu'il va durer 1h30. Donc si vous voulez, comment je fais pour tenir les spectateurs en haleine? Il y a plein de choses que je peux pas vous dire parce que je spoilerais des moments du spectacle qui marchent parce que les gens savent pas en arrivant ce qui va se passer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je change tellement les rythmes, je change tellement les émotions aussi. Il y a des moments où je vais vous énerver, il y a des moments où je vais vous faire peur, il y a des moments où je vais vous agacer, il y a des moments où je vais vous faire éclater de rire. Mais je change tellement les rythmes, les émotions et les thèmes. Il y a aussi énormément d'interactions avec les gens et je joue beaucoup sur la notion du temps. C'est-à-dire que comme je sais que le spectacle est long, je fais énormément aussi de vannes là-dessus, sur le fait qu'il est long. Je propose des pauses aux gens dans le spectacle, mais de manière drôle. Enfin, en fait, j'ai 1000 manières, j'ai 1000 ressorts, j'ai 1000 leviers pour faire en sorte que vous ne voyez pas le temps passer. Alors justement, pour l'écriture, racontez-nous un petit peu comment vous travaillez, quel est le processus? Je fonctionne vraiment comme un autodidacte que je suis, parce que je ne suis pas allé à l'école. Moi, j'ai arrêté l'école en seconde au bout de 2 mois, donc j'ai même pas le bac, donc j'ai pas de formation, et c'est très bien comme ça, parce que du coup, je suis complètement neutre et vierge quand j'arrive sur un sujet. C'est-à-dire que j'ai pas l'éducation nationale qui a commencé à me mettre des trucs dans la tête, ou j'ai pas de profs référents qui m'ont un peu imposé leur point de vue. Enfin voilà. Donc, quand j'arrive sur un sujet, et ça c'est très important, je veux absolument arriver comme ça. Donc, par exemple pour la santé, j'ai pris un immense tableau et j'ai noté tout ce qui me semblait être pour moi la santé. Mais pas les maladies, les études autour de la santé, je sais pas, les nouvelles recherches, les nouvelles trouvailles, je sais pas, j'ai mis plein de thèmes comme ça. J'ai commencé à les étudier tous, à les survoler. Dès que je trouvais qu'un truc était intéressant, je le notais et en fait, je fonctionne en entonnoir. Donc au fur et à mesure, j'élimine des thèmes et j'approfondis certains autres thèmes. En parallèle de cela, je rencontre des gens qui sont plus ou moins liés à la santé. Ça va aller du médecin généraliste à un mec, un rédacteur en chef d'une revue sur la santé qui est pas forcément lui-même médecin, vous voyez. Et je leur demande leur avis. Qu'est-ce qui vous semble important? Quels sont les thèmes que vous aimeriez vous évoquer si vous étiez à ma place? Et donc, au fur et à mesure de ça, il y a quelque chose qui se dessine de plus en plus. Et puis, à force de chercher, vous trouvez des pépites, en fait. Parce qu'à force de chercher, des moments où vous allez, oh, putain, c'est pas possible, ça c'est vrai, ça. Et ça existe, mais c'est pas possible. Et là, vous dites, ça doit absolument aller dans le spectacle. Et puis voilà. Et au fur et à mesure, vous avez 30, 40, 50 pages de pépites. Moi, je suis humoriste, si vous voulez, j'ai tout de suite les vannes qui commencent à venir. Donc, je commence à avoir des pages entières de notes, de vannes et tout. L'homéopathie, par exemple, je me dis, tiens, je vais m'y intéresser parce qu'il le dérembourse. Je regarde la dilution, je regarde comment il le fabrique, je regarde les ingrédients, et j'étais que mort de rire, en fait. J'ai fait que rire, juste en lisant ce que c'était que l'homéopathie. Et quand on sait que ça a été remboursé encore jusqu'en 2019, à hauteur de 30%. C'est scandaleux, avec un système de santé qui s'effondre. Donc, là, j'ai un thème parfait. Là, j'ai une absurdité portée par une absurdité. Donc là, c'est sûr et certain que ça me donne un sketch de 25 minutes où les gens sont hilars et en même temps apprennent plein de trucs. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Je fais que me renseigner et que chercher jusqu'à ce que je trouve des pépites. Finalement, vous vous mettez un peu dans la peau d'un journaliste. Vous auriez aimé faire ça? Oh, c'est moins bien payé. C'est vrai. Non, mais oui, journaliste, je pense que ça m'aurait plu. De toute façon, quand j'étais petit, je me disais, je vais être journaliste, je vais être avocat. Enfin, voilà, on est toujours un peu sur le même truc, C'est de fouiller des trucs pour foutre un peu la merde, en fait. Vous avez trouvé le bon compromis et vous faites tout. Ouais, mais moi, je suis avant tout vraiment un sale gosse. Quand je trouve un truc et je me dis, oh, ça va tellement leur casser les couilles, moi, c'est ce qui m'éclate le plus. Dès que je sens que ça va faire chier plein de gens, je suis hyper excité à l'idée de monter sur scène pour raconter des trucs. Mais c'est vrai que le travail, puis j'ai fait de l'immersion aussi, Et ça, c'est une phase importante aussi. C'est d'aller au contact des gens qui subissent les problèmes. Ça, c'est très important parce que il faut que vous vous gorgiez d'une certaine colère. Mon premier spectacle, c'était sur la religion. Mon deuxième, c'était sur la géopolitique, les attentats, la guerre. Celui-là, c'est sur la santé et que vous savez que vous allez partir sur 3 ans de tournée, plus des interviews. On
va vous mettre en face des ministres, des machins, des trucs, parce que moi, ils adorent faire ça, les télévisions, ils adorent me foutre des ministres en face de moi. Il faut non seulement être extrêmement renseigné, mais aussi il faut être quand même en colère. Parce que sinon, vous tenez pas la route, quoi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'impression de défendre quelque chose de noble, et si parfois, quand vous tenez un show de 2h30 ou 3 heures avec tout ce que ça demande émotionnellement et physiquement, et les interviews et les machins, si votre seul objectif c'est le kiff, ça suffit pas. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas possible, parce que c'est dur de porter tout ça. Donc, le fait, si vous voulez, d'avoir vu des gens pâtir de ce système, d'avoir pu pâtir de la corruption, des inégalités, ça vous met en colère. En tout cas, moi, ça me met en colère. Et cette colère, elle me tient tout le long. Ce qui fait que les jours où je suis fatigué, les jours où je suis dans un débat qui commence à partir un peu en cacahuète et que je suis un peu crevé, il y a cette colère qui me tient et qui me dit non, tu dois te battre jusqu'au bout parce que ce que tu défends, c'est noble. Rappelle-toi ce que tu as vu aux urgences. Rappelle-toi de cette femme en salle d'attente qui pleurait, qui te racontait ses trucs. Rappelle-toi de cette infirmière que tu as vue, qui t'expliquait que... Et ça, c'est très important. Il faut absolument se mettre en colère. En tout cas, dans ce que je fais. Donc, il faut garder ça. Donc, l'immersion, c'est primordial. C'est bien ce que je dis, hein, c'est un peu le métier de journaliste. Quand on a la tête dedans, c'est parfois difficile de ressortir. Comment, justement, vous faites pour prendre un petit peu de distance avec tout ça ? Écoutez, je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment en moi. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est la même chose qui a fait que, par exemple, j'arrive à travailler avec des personnes en situation de handicap, ou j'ai réussi à travailler avec des enfants malades, j'ai un truc, je sais pas comment vous expliquer, en fait. Je sais pas vous expliquer ça. Je me sens une responsabilité d'être fort, en fait. Donc, je suis en face des gens et très naturellement, je me sens fort. Je ressens pas de pitié, je ressens pas de tristesse, comme au sens où on peut l'entendre. Vous voyez, je craque pas. Il y a un truc de non, je suis là pour les aider, je suis là pour les écouter. Et pour être fort, il faut rester lucide et donc ne pas se faire déborder par l'émotion. Il y a quelque chose de presque militaire dans ma manière de traiter les trucs. Ça se fait très naturellement. Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci pour votre temps. Avec plaisir, c'était agréable.